Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour à nouveau. Maître Jacobs, vous avez encore la parole. Alors, un mot à présent sur le mode de responsabilité sous 25.3D. Comme je le notais avant la pause, la Chambre constatera aisément que le procureur développe dans la section de sa réponse consacrée à ce mode de responsabilité, des paragraphes 1972 à 2019 de sa réponse, exactement les mêmes arguments, simplement dans un format plus condensé que pour le mode de responsabilité sous 25.3a. Le groupe agissant de concert, c'est le cercle d'initiés. L'intention de ce groupe, c'est la même intention que celle du cercle d'initiés. Les soi-disant contributions que le procureur reproche au président Gbagbo sont les mêmes que celles qu'il lui reproche sous 25.3. C'est la même chose. Cet état de fait, ce constat, montre que le procureur n'a toujours pas compris qu'il s'agit en fait de deux modes de responsabilité différents. La conséquence en est donc que l'effondrement de la thèse du procureur sous 25.3 entraîne automatiquement l'effondrement de sa thèse sous 25.3D. Je reviens enfin sur la responsabilité du supérieur hiérarchique sous l'article 28. Premièrement, le procureur a affirmé en audience, transcrit T223, page 13, lignes 6 à 8, et je cite, « Mais en mettant de côté ces trois éléments contestés, l'accusation note que M. Gbagbo, dans sa requête, ne remet pas en question le fait que les FDS, la jeunesse, les milices ou les mercenaires étaient sous le contrôle effectif de M. Gbagbo. » Fin de citation. Cette affirmation du procureur est un peu surprenante. Peut-être est-ce dû à une incompréhension de la part du procureur ou une analyse trop rapide de nos soumissions. Mais il suffit de lire nos soumissions pour constater que la défense a consacré des dizaines de pages à expliquer que le procureur n'avait à aucun moment démontré de lien entre le président Gbagbo et ses groupes.
Deuxièmement, il est frappant de constater que le procureur ne prend toujours pas en compte sa propre preuve. Ainsi a-t-il affirmé en audience, transcrit T221, page 30, lignes 22 à 26, et je cite, « Pour ce qui est de l'ouverture d'une information, comme cela est allégué par M. Gbagbo, comme il en est fait état dans certains rapports de police rédigés à l'époque, l'accusation fait valoir que cela ne signifie pas que des enquêtes aux fins de procédure criminelle ont effectivement été diligentées, comme M. Gbagbo le laisse entendre. » Fin de citation. Mais une fois encore, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur ne comprend pas quel est son rôle. Ce n'est pas Monsieur Gbagbo qui allègue, comme il dit. C'est au procureur de prouver que la procédure normale n'a pas été suivie. C'est au procureur de prouver que ces informations judiciaires, c'est ça que ça veut dire. Ouverture d'une information, c'est ouverture d'une enquête judiciaire ou policière, n'a pas été suivie des faits. Ce n'est pas à la défense de le prouver. C'est à lui de le prouver alors que les documents qu'il a lui-même divulgués, les rapports de police, que les témoins qu'il a lui-même appelés, ont expliqué les enquêtes qui ont été menées. La mauvaise foi du procureur est telle qu'il omet toujours de rappeler que la maigre preuve médico-légale qu'il apporte a son origine une réquisition du procureur de la République de janvier 2011, c'est-à-dire sous la présidence de Laurent Gbagbo. Troisièmement, le procureur n'a toujours pas apporté le moindre élément juridique portant concrètement sur les pouvoirs du président de la République en matière de sanctions ou d'enquête. Se contentant d'un catalogue de mesures théoriques que le président Gbagbo aurait dû, selon lui, prendre, sans aucun égard ni pour la réalité juridique, ni pour la réalité sur le terrain. Rappelons que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État de droit, est soumise à une séparation des pouvoirs stricts, comme tout État de droit, qui interdit à un président de la République de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Pourtant, le procureur semble penser que le président Gbagbo aurait dû, de lui-même,
un rapport d'ONG rempli de oui-dire anonymes sous le bras, aller dans un commissariat et demander, hors de toute procédure, hors de tout cadre juridique, hors de tout respect de la légalité républicaine, que quelqu'un soit puni. Le procureur n'a apporté aucun élément qui donnerait à comprendre ce que sont les procédures judiciaires, civiles et militaires ivoiriennes. De son MTB comme de sa réponse, il ressort que pour lui, enquête, poursuite et punition auraient dû être instantanées. Ce qui dénote une certaine incompréhension de ce que sont de telles procédures. Une procédure judiciaire ou administrative répond à une certaine logique. L'enquête elle-même ne peut être instantanée, elle demande du temps. Accuser le président Gbagbo parce que des enquêtes initiées en décembre 2010, janvier, février ou mars 2011 n'auraient pas été finies au moment de son arrestation le 11 avril 2011 et qu'il n'y avait pas eu de condamnation n'est pas sérieux. Dans quel pays, surtout en guerre, de telles enquêtes pourraient-elles être bouclées, des procès tenus et des jugements rendus en à peine quelques semaines? Un dernier point concernant l'article 28. Le procureur tente dans sa réponse, comme depuis le début de cette affaire, de suggérer qu'il n'aurait pas besoin de démontrer le moindre lien de causalité entre le fait qu'une personne n'aurait pas pris les mesures nécessaires et la commission des crimes. Et je vous renvoie au paragraphe 2060 de la réponse du procureur. Déjà, cette exigence de lien de causalité découle naturellement du texte même de l'article 28. Comme l'a reconnu la jurisprudence constante de cette Cour. Je vous cite par exemple le jugement de la Chambre de première instance 3 dans l'affaire Bemba, décision 33-43, paragraphe 211. Et je cite, « Un principe fondamental de droit pénal veut qu'une personne ne soit déclarée pénalement responsable à titre individuel d'un crime en l'absence d'un quelconque lien personnel entre elle et ce crime. » Fin de citation. Surtout, une telle affirmation montre une mauvaise compréhension de la nature de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans le statut de Rome.
En effet, il ne s'agit pas, comme essaie de faire croire le procureur, de condamner le supérieur pour une obligation autonome de prévenir et ou de punir, mais bien de le condamner pour les crimes allégués de ses subordonnés. Dans ces conditions, alléguer qu'il n'y aurait pas besoin de prouver un lien de causalité avec les crimes n'a pas de sens. Et comme l'a rappelé la Chambre de première instance 3 dans l'affaire Bembas, que j'ai lu il y a quelques minutes, serait contraire à un principe fondamental de droit pénal. Le procureur tente donc de réécrire le statut de Rome, une fois encore, pour ne pas avoir à prouver un quelconque lien entre le président Gbagbo et les crimes allégués. Ce qui n'est pas acceptable. Nous l'avons constaté pour chaque mode de responsabilité. 25.3a, 25.3b, 25.3d, 28. Quelle est la démarche du procureur? Quel est son procédé? Chercher à tout prix à ne pas avoir à démontrer de lien entre le président Gbagbo et les crimes allégués. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'avons-nous pu constater ces derniers jours, au fur et à mesure des soumissions orales de la défense? Que le procureur n'a tout simplement pas de cas. Il est ressorti que la vacuité du dossier s'explique parce que le procureur a construit son narratif sur 3 axes. Celui d'un déni de réalité, celui d'un biais politique et celui de l'idée qu'une preuve très faible pourrait néanmoins satisfaire à l'obligation juridique de prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Ces 3 axes forment ensemble une forme de triangle des Bermudes, où le procureur souhaite vous attirer à sa suite. Un triangle où n'existe plus ni fait, ni preuve, ni réalité. Je reviens rapidement sur ces 3 axes. Le premier est celui du déni de réalité. C'est un déni de réalité tout d'abord sur la teneur de la preuve que le procureur a lui-même apportée, puisqu'il essaie systématiquement de faire dire à cette preuve ce qu'elle ne dit jamais. Vous avez entendu pléthore d'exemples ces derniers jours. Je vous en donne un dernier. Le procureur est revenu plusieurs fois sur les incidents allégués au quartier général du RDR à Ouassakara. Le 1er décembre 2010, en le présentant comme une attaque contre des civils désarmés. Or, le procureur n'apporte aucune preuve directe permettant d'asseoir cette interprétation. Au contraire, cet incident a fait l'objet de plusieurs rapports des FDS. Un rapport de police, le numéro CIV-OTP 0046
0099 et un rapport de la BAE, CIVOTP 0045 0066. Dans ce dernier, il est précisé, et je cite, « Dans le cadre des opérations de contrôle du respect du couvre-feu, une équipe de gendarmerie nationale en patrouille à Yopougon a essuyé des tirs nourris au quartier Wasakara. » Fin de citation. Puisque sa preuve documentaire ne va pas dans son sens, le procureur s'appuie sur le témoignage de P440. Qui nous a dit en audience que pour lui, les choses ne se seraient pas déroulées de cette manière. Mais quelle est la preuve? Surtout que le témoin lui-même contredit son propre rapport. Le rapport de police a été rédigé par P440. Pourquoi faudrait-il croire ce témoin aujourd'hui? Le procureur nous a dit en audience, T221, page 70, lignes 12 à 15, pour essayer de crédibiliser son témoin P440, il vous dit, avec beaucoup d'emphase, « Vous avez entendu le témoin du 440 à cet égard, il était présent. » Fin de citation. Il était présent, vous dit le procureur. Eh bien non. P440 n'était pas présent. Et cela ressort très clairement de son témoignage. Il est arrivé après les faits allégués. Et je vous renvoie au transcrit T157, page 4, ligne 11, à page 5, ligne 8, et T158, des pages 12 à 14. L'on voit bien ici qu'une fois encore, le procureur essaye de vous faire croire qu'il a un témoin direct d'un incident allégué, alors qu'il n'en est rien. Ce déni de réalité est ensuite et surtout un déni de réalité par rapport au véritable contexte de cette affaire. Celui d'un conflit armé qui aura duré plus de 10 ans. Celui des attaques incessantes qu'ont subies aux mains des rebelles les populations civiles et les institutions de la République pendant toute cette période. Celui de pays étrangers tels la France et le Burkina Faso qui ont financé, armé et soutenu les rebelles toutes ces années. Il faut bien comprendre que ce déni de réalité, en plus d'être une négation de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, a des conséquences factuelles et juridiques évidentes. Puisque c'est uniquement sur la base de ce déni que le procureur peut alléguer qu'un supposé plan commun aurait existé pour rester au pouvoir.
puisque dans la réalité du procureur, il n'existe pas de rebelles qui, pendant 10 ans, ont tenté de prendre le pouvoir par la force. C'est sur la base de ce déni que le procureur peut transformer une réunion normale en période de crise, en période de guerre, en réunion complotiste. C'est sur la base de ce déni que le procureur peut essayer de transformer toute opération de défense des forces de sécurité contre des attaques de rebelles en attaque contre la population civile. Ce qui m'amène au second axe, celui du biais politique. Le procureur nous l'a dit le mois dernier. Au transcrit T222, page 11, ligne 26, à page 12, ligne 1. Et je cite: « S'il s'était retiré, M. Gbagbo aurait changé de façon radicale l'évolution des événements. Les crimes n'auraient pas été commis, ou au moins ils auraient été commis de façon différente et de façon considérablement différente. » Fin de citation. Cette déclaration a le mérite de la franchise. En définitive, le procureur reproche au président Gbagbo, comme je l'indiquais plus tôt, de ne pas avoir capitulé sans se défendre contre les rebelles. Lors de l'ouverture du présent procès, le procureur a affirmé qu'il n'était pas dans ses intentions de fonder ses raisonnements sur le fait que l'un ou l'autre des deux candidats à l'élection présidentielle de 2010 avait gagné. Et je vous renvoie au transcrit T9, page 42, lignes 2 et 3. Pourtant, tout le cas du procureur est fondé sur un présupposé, implicite, mais tellement évident, parce que ce présupposé est indispensable à sa démonstration. Pour lui, Laurent Gbagbo aurait perdu les élections. C'est le seul fondement que le procureur a trouvé qui lui permette de reprocher à Laurent Gbagbo des actes de gouvernement, qui lui permettent de criminaliser des actes de gouvernement. Car si l'on fait disparaître ce présupposé de la réponse du procureur, alors il ne reste rien des accusations portées à l'encontre de Laurent Gbagbo. Puisque tout ce qui relève des faits mentionnés dans la réponse apparaît ressortir du comportement normal d'un chef d'État. Enfin, j'en finis avec le troisième axe. Le procureur prétend qu'une preuve, même la plus faible, pourrait satisfaire à l'obligation juridique de prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Et quelle meilleure illustration de cette prétention que la métaphore de l'arbre et de la forêt que le procureur vous a présentée en audience le mois dernier.
et je cite le transcrit T223, page 43, lignes 14 à 16. Je cite, « Dans notre mémoire, nous faisons référence à l'analogie entre la forêt et les arbres. Et comme nous le disons, point n'est besoin de déterminer, d'établir l'existence de chaque arbre individuel pour être satisfait du fait qu'il existe une forêt. » Fin de citation. Il y a cependant un problème évident avec cette métaphore. Elle présuppose l'existence d'une forêt, dont il ne faudrait prouver l'existence que de quelques arbres. Mais un tel présupposé est une négation de la présomption d'innocence et relève d'une mauvaise compréhension du fait que la charge de la preuve repose sur le procureur. Notons que, bien que le procureur a utilisé cette métaphore en lien avec les éléments contextuels des crimes contre l'humanité, il est apparu pendant son cas que c'est tout son narratif qui est fondé sur de tels présupposés, et notamment les soi-disant plans communs et cercles d'initiés. Une fois ces présupposés écartés, qu'avons-nous comme situation? Et si la greffière d'audience pouvait nous donner la main ici. La greffière d'audience, vous avez la main. Et ce sera sur le pavé évidence 2. Voici le point de départ logique de toute affaire pénale. Un désert et non une forêt. Puisque la personne poursuivie est présumée innocente, il n'y a rien, tant que le procureur n'a pas apporté une preuve suffisante pour démontrer le contraire au-delà de tout doute raisonnable. Et qu'avons-nous vu depuis 2 jours? Que le procureur a failli, du fait de la faiblesse de sa preuve, à démontrer l'existence du moindre arbre dans ce paysage désertique. Et a fortiori est bien évidemment loin d'avoir démontré l'existence d'une forêt. Ainsi, lorsque le procureur avance des oui-dire invérifiables, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance de la preuve non authentifiée, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance de la preuve dont nous ne savons rien de la chaîne de possession, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur présente, comme se corroborant, deux informations qui se contredisent, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur fait dire à un élément de preuve documentaire ou à un témoin ce qu'ils ne disent pas, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance un argument, sans même essayer de s'appuyer sur le moindre élément de preuve pour l'étayer, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre.
Cette réalité, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, doit conduire au seul constat possible. Ce paysage aride, point de départ normal de tout procès pénal, représente aussi l'état du dossier du procureur, pris dans son ensemble à l'arrivée, c'est-à-dire à l'issue de la présentation de son cas. Il n'avait rien au début, il n'a toujours rien aujourd'hui. Merci. Thank you. Président, merci, Maître Jacob. Maître Atilt? Monsieur, ceci conclut la présentation de la défense. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Monsieur le juge Anderson souhaite vous poser une question. Je ne sais pas, Maître Jacob ou à Maître Altit, je ne le sais pas. Vous avez la parole. Le juge Anderson, j'aimerais poser une question brève à Maître Jacob. Hier, vous avez fait référence aux quelques 35 sur les 57 témoins qui avaient été convoqués par le procureur et qui avaient déposé. Donc, page 50, ligne 9 à 15 du compte-rendu d'hier. Alors, ma question sera très brève. Vous avez avancé que ces témoins avaient présenté des éléments de preuve, étaient venus déposer et que le procureur avait donc confronté ces témoins avec leurs déclarations de témoins parce qu'il y avait des incohérences ou des contradictions. Donc ma question est très succincte. Pour ma gouverne, j'aimerais obtenir les références pour pouvoir bien placer tout cela dans le juste contexte. Donc est-ce que vous pourriez, en temps voulu, et le plus tôt sera le mieux, m'envoyer ces références? Nous verrons ça rapidement. Thank you very much to the Le Président, donc je remercie l'équipe de la défense de M. Gbagbo et je donne maintenant la parole à Maître Knops. Maître Knops, conseil principal pour la défense de M. Blégoudet. Et j'aimerais vous donner la parole. Je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin d'une pause de quelques minutes? Non, nous pouvons poursuivre. We have half a session now and then Le Président, il nous reste un demi-volet d'audience et nous aurons le troisième volet d'audience. Ah oui, Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald, cela va sans dire, mais je suppose que nous allons tous recevoir les références qui ont été demandées. Le Président, bien sûr, cela va sans dire, comme vous venez de le dire. J'espère moi aussi que je recevrai ces références. Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour. Vous vous souviendrez, je suppose, de nos déclarations liminaires. Et notre équipe avait prévu ce que nous avions l'intention de prouver lors de la présentation de nos moyens à décharge. En fait, ce que nous avions l'intention de prouver par la présentation de nos moyens à décharge a déjà été concrétisé lors de la présentation des moyens à charge. Tout ce que nous avons dit dans notre déclaration liminaire, et je pense aux arguments de la défense, a été, à notre avis, confirmé par les témoins à charge, à l'exception d'un témoin, le témoin P. 435. Et je dirais que sur la base de sa déclaration, la théorie de l'accusation ne peut pas véritablement être construite. Et c'est la principale raison qui explique pourquoi nous sommes présents aujourd'hui
pourquoi, au nom de M. Blégudé, nous avançons que la présentation des moyens à décharge est superflue et que cette procédure n'est absolument pas inappropriée, comme l'avait suggéré le procureur. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, pour ce qui est de Monsieur Charles Blégudé, il faut savoir qu'il y a de nombreuses questions relatives à la preuve qui restent sans réponse et qui restent un mystère si nous prenons en considération la théorie de l'accusation. Alors nous avons mentionné brièvement 9 questions essentielles qui restent autant de mystères pour nous. Premièrement, où sont les éléments de preuve suivant lesquels M. Blégudé fut un protagoniste du plan commun, comme cela est affirmé au paragraphe 875 du mémoire de l'accusation? Aucun témoin n'est venu présenter ces éléments de preuve pour étayer cette thèse. Où se trouvent les éléments de preuve ou les témoins qui ont indiqué que M. Charles Blégudé était parfaitement informé étant une citation, du fait que la conception du plan commun et de sa contribution, ainsi que de la contribution des autres membres de son entourage immédiat, tel que cela est indiqué encore au paragraphe 875 du mémoire. Où se trouvent les éléments de preuve qui permettent d'affirmer que M. Blégudé, et je cite le paragraphe 873 du mémoire, n'avait pas l'intention d'abandonner son plan jusqu'à la fin, lorsque le 5 avril 2011, il a remercié et félicité les patriotes pour leur résistance. Fin de la citation. Madame, Messieurs les juges, de quel plan s'agit-il? À quel plan faisons-nous référence? Est-ce qu'il s'agit de son plan, du plan de M. Blégudé, comme l'a suggéré l'accusation, puisqu'elle a fait état de son plan? Il ne s'agit pas du plan de l'entourage immédiat allégué ou du cercle d'initiés allégués. Quatrièmement, où se trouvent les éléments de preuve qui démontrent que les discours de M. Blégudé avait un impact direct sur la population et sur quels éléments de la population? Et parmi les différents groupes ou parmi les différents districts d'Abidjan, sur quels éléments est-ce que ces discours ont eu un impact direct? Quels sont les témoins qui sont venus nous relater ceci? Et où se trouvent les éléments de preuve qui indiquent que l'événement du 12 avril, l'événement numéro 5, s'est déroulé dans un contexte, et je cite le paragraphe 887 du mémoire, de violence continue du fait du mot d'ordre lancé au bar Le Baron, dont l'apogée, d'après l'accusation, a été les instructions alléguées données par M. Blégudé le 5 avril 2011 pour, soi-disant, renforcer les barrages routiers. Fin de la citation. Monsieur le Président, et quelle est cette continuité dont il est question? Et à quels événements concrets est-ce que cette violence continue, cette continuité dans la violence est mentionnée parmi les 20 événements contextuels auxquels fait référence l'accusation? Et quels sont les éléments de preuve qui indiquent qu'il y a eu un lien entre ce soi-disant mot d'ordre et les 20 événements contextuels qui, de l'avis de l'accusation, s'inscrivaient dans cette spirale de violence continue? Voici quelle est ma 7e question. Et où se trouvent les éléments de preuve qui indiquent que les discours de M. Blégudé ont été prononcés afin de faciliter le crime, tel que l'exige le droit? Un but qui est
accentuée, comme vous le savez, par la décision de confirmation de charge dans l'affaire Barushimana, paragraphes 274 et 281. Et en dernier lieu, et ce sera la 9e question que je pose parmi la théorie extrêmement mystérieuse de l'accusation, où se trouvent les éléments de preuve suivant lesquels M. Charles Blégoudet était informé du fait que le soi-disant cercle d'initiés allait commettre ou a commis chacun des crimes chargés et que cela s'inscrivait dans le cadre d'un objectif commun tel que cela a été énoncé au paragraphe 1642 du jugement dans l'affaire contre M. Taganda, 7 mars 2014. La connaissance d'une telle circonstance doit être établie pour chaque crime précis et la connaissance d'une intention criminelle générale ne suffit pas pour prouver. Et nous pouvons le lire au paragraphe 1642 de ce jugement en première instance que la connaissance de l'accusé doit être déduite des faits et circonstances pertinentes et que le lien doit être établi avec l'intention du groupe. Alors, ce type de lien entre les éléments de preuve, avec l'intention d'un groupe quel qu'il soit est particulièrement absent de la théorie de l'accusation lorsque l'on s'intéresse à l'affaire contre M. Charles Blégoudet. Et l'accusation n'a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve pour répondre à ces 9 questions essentielles. Et c'est pour cela qu'elle essaie de convaincre la Chambre de ne pas s'intéresser à la qualité des éléments de preuve et de s'abstenir de statuer sur la crédibilité de ces éléments de preuve. Ce qui m'amène à vous parler du critère idoine pour ce type de décision. Alors, Monsieur le Président, je vais énoncer 5 éléments en guise d'introduction et ce pour illustrer mon propos. Et vous allez donc voir s'afficher sur vos écrans, sur le pavé évidence numéro 1, un tableau. Je m'adresse donc aux participants. Si vous prenez le numéro 1, vous verrez le programme que nous avons prévu avec notre équipe pour les quelques jours à venir. Alors bien entendu, cela va être mis à jour à la fin d'aujourd'hui en prévision de l'audience de lundi matin. So, Mr. President, I would like to start now with those. Donc, je souhaiterais donc, Monsieur le Président, énoncer ces 5 éléments d'introduction pour illustrer pourquoi nous demandons une requête aux fins d'acquittement. Et je vais commencer par un principe de base. Un principe de base énoncé par Monsieur le juge Ebo au sujet de cette cour. Et là, il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel, rendu par la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles en 2011. C'est l'affaire R contre F. Et monsieur le juge Ebo au sujet a cité ses sources au paragraphe 52 de son opinion dans la décision abandon des charges
pour insuffisance de moyens à charge dans l'affaire Le procureur contre Ruto et Sang. Et en fait, il fait référence à cet arrêt rendu par la Cour d'appel ou la Cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles qui résume sa décision et qui, à la suite de cet exercice, énonce les principes de base, les principes fondamentaux pour un non-lieu. Et je vais citer ces principes. Lorsque l'État ou l'ensemble des éléments de preuve présentés par l'accusation et pris dans leur globalité sont si peu satisfaisants, si contradictoires ou si peu dignes de foi, et ce de façon si transparente, et le sont à telle enseigne qu'aucun jury averti ne peut condamner, le juge a pour devoir d'instruire le jury qu'il y a insuffisance des moyens à charge et que le jury doit prononcer un verdict de non-culpabilité. Fin de la citation. Monsieur le Président, si votre Chambre parvient à cette conclusion, alors effectivement, il n'y a aucune affaire qui peut être retenue contre M. Charles Blégoudet. Deuxièmement, Madame, Messieurs les juges, il faut savoir que Monsieur le juge Eboe Osuji cite dans le paragraphe 51 de son opinion la décision rendue par la Chambre d'appel du TPY dans l'affaire Le procureur contre Karadzic. Et lorsqu'il s'agit de décider, la Chambre d'appel, en l'occurrence, a conclu que, et je cite, que l'accusation ne peut pas procéder à un choix sélectif de certains éléments à charge, et ce afin d'aboutir à une conclusion. Fin de la citation. Donc voilà quelle est notre question que nous vous adressons, Madame, Messieurs les juges. Est-ce que cela correspond à la situation de M. Charles Blégoudet lorsque nous analysons les éléments de preuve à charge? Et nous répondons par l'affirmative, car de toute évidence, cela correspond à la situation. Et d'ailleurs, cette méthodologie qui consiste à faire un choix sélectif peut être analysée lorsque nous voyons la pratique usitée par le procureur par rapport à ses propres témoins, tels que le témoin P0009, ou par rapport au rapport de police. Et nous reviendrons un peu plus tard, lors de notre présentation, à ce thème. Et je dois dire que notre estimé confrère de l'équipe de la défense de M. Gbagbo a déjà fait référence à cette question. Troisièmement, et je reviens sur cette cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles. Il s'agit de l'affaire Massy contre Regina en 2015, qui a également été citée par Monsieur le juge Eboe Osuji dans son paragraphe 75 et qui avait conclu que le critère qui permet de prendre la décision en cas d'insuffisance de moyens à charge et la citation que je vais maintenant énoncer. Et je cite, « Est-ce qu'un jury raisonnable, averti, peut exclure ou pourrait exclure toutes les possibilités réalistes, compatibles ou cohérentes avec l'innocence de la personne accusée. Ce qui est important ici, Monsieur le Président, dans cette citation, et qui est valable également pour les juges professionnels par opposition à un jury, est la question suivante. Est-ce que les éléments de preuve présentés par l'accusation vous ont permis d'exclure toutes les possibilités, toutes les autres possibilités réalistes? Cette question est justifiée en ce qui concerne M. Charles Blégoudet. Est-ce que l'accusation a véritablement exclu, lorsqu'elle a présenté ses moyens à charge,
toutes les possibilités réalistes en l'espèce qui pourraient être cohérentes avec l'innocence de M. Blégoudet. Et nous répondons par un non, Monsieur le Président, parce que manifestement, l'accusation a failli et a même d'ailleurs admis cela lorsqu'elle a présenté ses arguments oraux en réitérant qu'elle s'appuyait sur des éléments de preuve qui étaient une déduction raisonnable lorsqu'il s'agissait de prendre en considération la position de M. Blégoudet. Et ce que nous avançons, c'est que ils n'ont pas démontré que c'était la seule déduction raisonnable. Et nous reviendrons par la suite là-dessus. Quatrièmement, au sujet de déduction, justement, lorsque vous avez des requêtes aux fins de non-lieu, le droit indique que si vous devez tirer des déductions, ces déductions doivent être impérieuses. Et si impérieuses qu'elles doivent être tirées, les déductions. Et cela figure au paragraphe 86 de la décision dans l'affaire Routot et Sang, et c'est à nouveau une analyse de Monsieur le juge Eboe Osuji. Et je vais faire une citation très très brève. Dans une affaire pénale, le fardeau de l'obligation impérieuse pèse nécessairement beaucoup plus lourd sur des déductions qui préconisent la culpabilité par opposition à la direction opposée, et ce en tant que conséquence de la présomption d'innocence et du fardeau de la preuve requise au-delà de tout doute raisonnable. Alors voici quelle est notre question. Où se trouvent les déductions ? Et est-ce que ces déductions qui ont été fournies par l'accusation permettent d'étayer des éléments de preuve qui pourraient justifier une déclaration de culpabilité de M. Blégoudet, et est-ce qu'elles sont impérieuses en ce sens qu'elles pèsent beaucoup plus lourd ou beaucoup plus dans la balance de la culpabilité que dans la direction opposée. Et nous répondons par la négative, Monsieur le Président, car de toute évidence, cela ne s'est pas passé. L'accusation s'est contentée d'avancer qu'il y avait des déductions raisonnables qui pouvaient être dégagées des éléments de preuve sans pour autant montrer à la Chambre que ces déductions étaient impérieuses et pesaient beaucoup plus dans la balance de la culpabilité que dans celle de l'innocence. Et nous pouvons d'ores et déjà vous fournir des exemples. Un exemple, par exemple, lorsque il parle de la preuve ou des éléments contextuels de l'article 7. L'accusation fait fi de l'absence des éléments de preuve au titre du mens rea pour ce qui est de M. Charles Blégoudet. Et d'ailleurs, nous aimerions vous renvoyer aux commentaires de M. de Feu, le professeur Antonio Cassese, qui, dans son ouvrage extrêmement important, publié en 2003, Droit pénal international, page 82. Je vais vous donner une citation très brève de cette page, parce que nous pensons que cela est absolument essentiel pour Monsieur Blégoudet. Voilà ce qu'écrit Monsieur le professeur Antonio Cassese à la page 82. Cet élément supplémentaire qui permet de faire la différence entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre consiste dans la prise de conscience du contexte plus général dans lequel s'inscrit ce crime, à savoir la connaissance que les offenses font partie d'une politique systématique et de sévices sur une grande échelle. Fin de la citation. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, voici quelle est notre question suite à l'analyse de Monsieur le professeur Antonio Cassese. Est-ce que le procureur, lorsqu'il a présenté ses moyens à charge, a fourni des déductions impérieuses qui excluent toute autre déduction réaliste
qui aurait prouvé que M. Blégoudet était informé et conscient du contexte élargi dans lequel se sont déroulés les crimes allégués sous-jacents, et est-ce que le procureur a pu prouver sa connaissance alléguée du fait que ces crimes contextuels s'inscrivaient dans une politique systématique, qui est l'élément qui permet de faire le distinguo pour ce qui est des crimes de guerre. Notre réponse est non, Monsieur le Président. Vous n'avez pas vu le moindre élément de preuve. Vous n'avez vu non plus aucun témoin, et encore moins de déduction impérieuse permettant de déduire que cette connaissance du contexte élargi existait dans l'esprit de M. Blégoudet. Et ma 5e question liminaire que je vous pose, Madame, Messieurs les juges, est la suivante. Comme l'a déclaré M. Stewart le 1er octobre lors de la présentation des arguments oraux de l'accusation, si normalement l'affaire demande une explication de la part de la défense, dans ce cas, il convient que la défense présente ses arguments. C'est exactement ce qu'a dit M. Stewart le 1er octobre. Transcription T221, page 10, ligne 20 et suite. Or, voici notre question que nous posons à cette Chambre. M. Stewart a-t-il commis une mauvaise interprétation de la loi? D'après nous, oui. En effet, le droit applicable se trouve au paragraphe 90 et 91 de l'opinion du juge Eboe Osuji dans l'affaire Routo. Il a répondu exactement à la même question qui avait été posée par l'accusation. Et il l'a fait lors donc de la présentation des moyens de l'accusation par écrit à la fin du procès. Elle a dit que la Chambre, ce ne serait qu'à la fin du procès que la Chambre aurait à sa disposition tous les éléments de preuve lui permettront de faire des évaluations correctes de la crédibilité et de la fiabilité des preuves. Et le juge Eboe Osuji a formulé cela de façon rhétorique. Il a dit, et je le cite, « Un tribunal ne pourrait donc jamais évaluer la crédibilité des éléments de preuve présentés par l'accusation, à moins que la défense ne présente ses propres éléments. » Fin de citation. Et de façon tout aussi rhétorique, il a aussi posé la question suivante. Mais dans ce cas, cela obligerait la défense à présenter ses éléments de preuve dans chaque affaire, afin que la Chambre soit informée de tous les éléments de preuve. Eh bien, nous considérons, bien sûr, que cette approche est parfaitement cohérente et en harmonie avec les principes de la procédure pénale et du droit pénal. En effet, c'est toujours à l'accusation de prouver sa cause. Alors, la réponse du juge Eboe Osuji était rhétorique. Et il considère que si c'était le cas, il faudrait absolument que la défense présente ces éléments de preuve afin que la Chambre ait en main, en effet, tous les éléments de preuve possibles. Mais ce type d'approche, qui avait été présenté aussi par l'accusation dans l'affaire Routo-Sang, bat en brèche la nature même et le but même de toute requête aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de moyens à charge. Donc, nous considérons que la Chambre, en se basant sur ces 5 questions et les réponses que nous venons de leur donner, peut tout simplement maintenant abandonner les charges contre M. Blégoudet et faire droit à notre requête. Mais
Étant donné que Monsieur le procureur est rentré dans beaucoup de détails dans ses arguments, nous allons faire la même chose et répondre point par point à ses arguments. Et je vais commencer donc par l'examen, les critères d'examen et le test concernant la qualité même des éléments de preuve. La défense va répondre à 3 des arguments soulevés par l'accusation en ce qui concerne donc le critère d'examen. Et nous allons vous donner des exemples d'ailleurs. L'équipe de défense de M. Gbagbo a déjà abordé ce sujet, certes, mais vous allez voir que nous allons travailler à partir d'un angle différent. Et nous allons présenter 3 arguments. Tout d'abord, le fait que la Chambre serait contrainte dans son évaluation de la crédibilité et la fiabilité d'éléments de preuve. Ensuite, nous allons vous dire que l'accusation fait une comparaison parfaitement inappropriée entre l'affaire en l'espèce et l'affaire Routo, lorsque elle déclare qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient que l'on ne suive pas la jurisprudence Routo. Et ensuite, troisièmement, nous vous donnerons des exemples où l'accusation demande à la Chambre d'évaluer la qualité même de l'élément de preuve. Alors, premièrement, la Chambre ne devrait pas être contrainte dans sa capacité à évaluer la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve présentés par l'accusation. Et je me réfère ici à ce qu'a dit l'accusation le 1er octobre 2018, transcription T221, considérant que la Chambre ne devrait pas essayer d'évaluer quoi que ce soit en matière de crédibilité et de fiabilité de la preuve. Nous considérons bien sûr que cet argument n'est absolument pas valable. À l'article 64.2 du statut de Rome, la Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire qui est de ne pas accepter les arguments de l'accusation lorsqu'il existe des arguments suffisants pour prononcer un acquittement, par exemple à l'étape où nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'étape de la requête aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de moyens. Donc nous considérons aussi que la Chambre n'est pas tenue à garder et à suivre la jurisprudence Routo. Et nous vous rappelons ici la décision sur la requête urgente de l'accusation aux fins de clarification sur les critères à appliquer en matière de NCTA et de requête pour NCTA. Rappelez-vous que les juges Fremer et Eboué Osuji ont considéré que la Chambre de première instance 5A ils ont donc trouvé que si les éléments de preuve de l'accusation n'étaient pas suffisants pour qu'il y ait condamnation, cette Chambre aurait dû décider d'acquitter dans Routo. La Chambre n'avait pas à continuer le procès. Elle n'était pas obligée de le faire. Même si en appliquant les principes Routo, cette Chambre aurait pu conclure qu'un autre juge des faits raisonnables aurait été convaincu de la culpabilité de l'accusé. Et le juge Eboué Osuji cite d'ailleurs l'analyse du juge Shahaboudine dans son arrêt procureur contre Yelisic, cité au paragraphe 9.7 de son raisonnement. Et je le cite. Tout ceci étaye l'argument selon lequel, à la fin de la présentation des moyens à charge, lorsque les choses ne sont pas évidentes en allant dans un sens ou dans l'autre, la Chambre de première instance peut déclarer que
culpabilité n'a pas été établie par le truchement des éléments de preuve présentés jusqu'à présent. Or, nous sommes exactement dans ce cas d'espèce, justement. Les choses ne sont pas prouvées clairement du tout. Les choses sont limites, si je puis dire. C'est un cas limite. Et au paragraphe 30 de ces écritures, d'ailleurs, l'accusation semble ajouter qu'il n'y a aucune raison impérieuse qui obligerait à s'écarter de la jurisprudence concernant les NCTA dans la jurisprudence des tribunaux ad hoc. Mais la réponse est quand même qu'il y a une différence. Il y a des principes universels que nous avons énoncés, par exemple, et qui sont cités par Monsieur le Président Osuji, qui dit bien que pour évaluer toute requête aux fins d'acquittement, les éléments de preuve doivent être pesés. Alors, j'en poursuis maintenant. Nous considérons donc que dans un procès pénal, si les conclusions du juge Framer et du juge Eboe-Suji vous pourrez trouver ça au paragraphe 19 de l'opinion du juge Framer dans la décision Ruto-Sang du 5 avril 2016, paragraphe 19, dernière phrase. Et Summary, Mr. President. Et le juge Eboe-Osuji, lui, a aussi décidé qu'après avoir entendu les arguments des deux parties, si la Chambre considère qu'il ne faut pas condamner, selon lui, il faudrait se livrer à un exercice purement frivole et futile, qui serait de se demander si une autre chambre pourrait décider autrement. Donc il s'agit donc de paragraphe 7.1 de la décision susnommée. Donc nous en arrivons à l'affirmation de l'accusation sur laquelle la Chambre ne devrait pas évaluer les éléments de preuve avant la présentation totale de tous les éléments à charge et à décharge. Or, nous considérons que les chambres de cette cour peuvent parfaitement faire ce type d'évaluation, étant donné que, contrairement aux autres juridictions nationales, c'est vous, Madame, Messieurs les juges, qui sont les arbitres de dernier ressort. C'est vous qui jugez les faits. Et le juge Eboe-Osuji a d'ailleurs repris ce raisonnement au paragraphe 96 de sa décision, et il s'est basé sur les opinions partiellement dissidentes des juges Pokar et Shahabuddin dans l'arrêt du TPY, arrêt Yelisic, paragraphe 9.6 de l'opinion du juge Eboe-Osuji. Si on se penche sur l'opinion partiellement dissidente du juge Pokar, on voit que lui non plus n'a rien trouvé qui ne suive pas le règlement de l'article 98 bis du règlement de procédure de preuve du TPY qui permettent aux juges de mettre un terme à toute affaire s'ils ne sont pas convaincus par les éléments de preuve présentés par l'accusation. Et ici, il s'agit du paragraphe 6 de l'opinion du juge Pokar. Le juge Framer semble aussi suivre exactement la même logique au paragraphe 1.4.4 de son opinion dans l'affaire Ruto et Sang, dans la décision de cette chambre sur le NCTA. Il considère, et je cite, qu'il ne serait pas juste de ne pas
évaluer les éléments de preuve de façon qualitative. Donc, tout comme le juge Fremont dans Ruto, le juge Pocard dans le procureur contre Lisich a considéré que l'accusé a le droit, et je le cite, non seulement à la présomption d'innocence au cours du procès, mais aussi à ne pas subir un procès si son innocence a déjà été établie. Paragraphe 6 de l'opinion partiellement dissidente du juge Pocard dans l'affaire Jelesic, enfin l'arrêt Jelesic. En conclusion, nous avons maintenant établi que cette procédure de requête aux fins d'abandon de charge pour insuffisance de moyens à charge qui prendrait en compte la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve n'est pas inadéquate. Et nous allons maintenant vous montrer et vous démontrer surtout sur quelle base vous devriez faire droit à notre requête. Deux exemples. Tout d'abord, l'accusation, au paragraphe 32 de ses écritures, cite la chambre d'appel et l'arrêt de la chambre d'appel dans l'appel de Ntaganda contre la demande de la défense aux fins de pouvoir déposer une requête de NCTA. Eh bien, la réponse de la chambre d'appel était que cette procédure de NCTA, donc de requête aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de moyens à charge, protège le droit de l'accusé. En effet, il n'a pas à répondre de la moindre charge, à moins que l'on ne lui ait présenté des éléments de preuve crédibles qui l'étayent. En d'autres mots, les sources citées par l'accusation, paragraphe 32 de sa réponse, sapent ses propres arguments. Et nous considérons en effet que la chambre d'appel dans l'affaire Ntaganda a clairement déclaré que les éléments sur la qualité des éléments de preuve peuvent être faits à cette étape du procès, donc à la fin de la présentation des moyens à charge. Et donc il s'agit du paragraphe 46 dans l'affaire Ntaganda. Deuxièmement, pour vous montrer que c'est l'accusation même qui a reconnu qu'une demande de NCTA, une demande enfin d'acquittement, donc ne peut pas être décidée sans que l'on ait une évaluation de la qualité des preuves, eh bien vous trouvez cela au paragraphe 198 de la réponse de l'accusation. L'accusation, dans ce paragraphe, parle de la corroboration des éléments de preuve portant sur les éléments contextuels de l'article 7. Ici, l'accusation se base sur 4 décisions du TPIR, mais sur aucune source venant de la CPI, et semble dire que les éléments de preuve pourraient être vus comme se corroborant lorsqu'une pièce qui est crédible de premier abord est compatible avec une autre information qui serait elle aussi crédible au premier abord, au premier faciès, sachant que ces informations doivent bien sûr porter sur le même fait. Alors, il utilise le mot crédible 2 fois pour parler de corroboration. Donc, l'accusation ici compte sur l'hypothèse de départ que les éléments de preuve au départ sont déjà crédibles. Or, pour que quelque chose soit vu comme étant crédible ou pas, il faut bien sûr tester la qualité de cet élément de preuve. Et donc, l'accusation, en citant cela au paragraphe 198, sape ses propres arguments. Et au paragraphe 198 de cette réponse, elle va encore plus loin. Vous trouverez de la bouche même de l'accusation
les mots suivants. Cela signifie que tout élément de preuve portant sur les agissements au titre de l'article 7.1 ou tout autre élément de preuve qui sont cohérents de façon logique avec une séquence de faits interconnectés doit être pris en compte pour déterminer s'il existe bien un comportement au sens prévu par l'article 7.1. Fin de citation. Là encore, de l'aveu même de l'accusation, en utilisant ses propres mots, il parle de cohérent de façon logique. Cohérent de façon logique, cela signifie donc qu'il vous demande, à vous, madame et messieurs les juges, de déterminer la qualité de leurs propres éléments de preuve. Ensuite, troisièmement, l'accusation, à nouveau, a fait valoir qu'il ne convenait pas de faire d'évaluation de la qualité des éléments de preuve dans le cadre de ces présentations orales, tout en déclarant quand même qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, évaluer quand même les évidences, les éléments de preuve et leur qualité. Donc, il vous demande de peser la recevabilité des éléments de preuve. Lorsque l'on parle donc de la recevabilité des éléments de preuve, y compris la recevabilité des preuves documentaires, l'accusation, le 1er octobre, a dit, et je cite, il s'agit du transcript anglais T221, page 12, ligne 24 et suite, jusqu'à la page 13, ligne 1, et je cite, donc, pour appliquer le test pour voir si les éléments de preuve peuvent étayer une condamnation sans peser la crédibilité ou la fiabilité de ces éléments de preuve, nous considérons que tous les éléments de preuve présentés et discutés jusqu'à présent doivent être pris en compte par la Chambre. Fin de citation. Alors, la question est la suivante. Comment allez-vous pouvoir parler de ce type d'éléments de preuve sans en peser la crédibilité? Cet argument nous semble être en contradiction complète avec les arguments présentés par l'accusation après les présentations orales dans leur courriel du 8 octobre, où ils font référence à l'affaire de la Cour suprême du Canada de 2001, affaire Canada contre Arcori. Alors, ils ont cité cette décision à la page 831. Le juge de la mise en état, le juge préliminaire, et je cite, doit déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants qui permettraient à un jury qui aurait reçu des instructions correctes et qui se comporterait de façon raisonnable de condamner et son corollaire, c'est-à-dire que le juge doit pouvoir peser les éléments de preuve de façon limitée pour savoir si il pourra étayer les déductions que la couronne demande au jury de tirer. Fin de citation. Alors, nous considérons que ceci présente et introduit même un argument artificiel. Soyons honnêtes. Quelle est la différence entre peser les éléments de preuve et peser les éléments de preuve dans un sens limité? Fin de citation, parce que c'est ce que semble dire cette source, en tout cas en matière des premières enquêtes. Nous considérons que c'est surtout un argument de bon sens et rien d'autre. Cela veut dire tout simplement que tout juge, afin de ne pas battre en bref le but même de cette requête aux fins d'abandon des charges, doit tirer des conclusions justifiables en ce qui concerne les faits, et ce à propos des éléments de preuve qui lui sont présentés dans leur totalité. Et donc le fait qu'on ajoute de façon limitée n'ajoute absolument rien, c'est artificiel et rien de plus. Deuxièmement, il y a aussi une autre grande différence quand même entre la source qui a été citée par l'accusation, et là je cite bien sûr Couronne contre Arcori, et notre affaire Blé Goudet.
tout d'abord, nous n'en sommes pas du tout au même stade de la procédure. En ce qui concerne l'affaire Harkouri, on en était à l'affaire, on l'a mise en état. Et il s'agissait du juge de la chambre préliminaire qui avait rendu cette décision. Or, son pouvoir est bien différent de celui des juges de chambre de première instance. Dans l'affaire Harkouri, il fallait savoir si l'affaire allait passer au stade supérieur, devant un jury. Et donc, et ce, avant que quoi que ce soit ait été présenté à un jury. Donc la différence est flagrante. Et nous considérons donc que cette référence faite à l'affaire Harkouri ne peut absolument pas modifier les conclusions que vous devriez tirer. C'est-à-dire que la Chambre donc a le droit de peser tous les éléments de preuve qui ont été présentés. L'argument de M. Stewart aussi a aussi été réfuté par une jurisprudence citée par le juge Oboe-Soji. Il nous parlait donc de l'affaire britannique du Royaume-Uni, R versus Shippey. Vous trouverez les références à cette affaire dans l'opinion du juge Oboe-Soji. Et voici ce qu'il dit. Étudier les éléments de preuve de l'accusation à son niveau le plus élevé ne signifie certainement pas trier sur le volet les meilleurs éléments et laisser les miettes. C'est une métaphore que l'on connaît bien en anglais. Vous la connaissez, c'est la phrase du juge Turner. Autre argument présenté par l'accusation. L'accusation vous a demandé aussi d'utiliser une approche holistique. D'après nous, une approche holistique ne va pas vous empêcher aussi d'avoir recours à un test de qualité. Comme l'a dit le juge Anderson dans son opinion dissidente, dans la décision concernant la demande du représentant légal des victimes aux fins de présenter un élément de preuve documentaire du 19 juin 2018, paragraphe 7, les éléments de preuve pour chaque incident doivent satisfaire aux critères d'examen de la preuve suffisants, et ceci est impératif. Ce signifie donc que même maintenant, à cette étape de la procédure, la qualité des éléments de preuve de chaque incident doit être évaluée par votre chambre afin de ne pas battre en brèche le raisonnement sous-tendant notre requête aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de moyens à charge. Je vois je n'ai plus qu'une minute, je pense que je n'aurai pas le temps de développer mon deuxième argument en une minute. Le président, en effet, donc nous allons faire la pause déjeuner et nous reprendrons donc à 14h30 pour la troisième séance. Merci.